Les fenêtres étaient barricadées de l'intérieur. Les clous, enfoncés par une main tremblante, sont rouillés par l'humidité et les vitres derrière sont couvertes de givre, comme si quelqu'un avait soufflé dessus depuis un autre monde. Le palais de ce palais de Saint-Paul sent la laine tomber. Un serviteur qui osa entrer sans frapper raconta plus tard qu'il trouva le roi debout au centre de la pièce, une torche braquée sur son ombre. Il répétait qu'elle lui parlait à voix basse et qu'il fallait la brûler sous peine d'attirer les Anglais. Nous sommes à la fin du mois de novembre de l'année 1424. Charles, sixième roi de la dynastie des Valois, ne régnait plus officiellement. Oui, de jure, il était toujours monarque, mais en réalité, le pouvoir était passé depuis longtemps au dauphin, au prince Charles et au duc de Bourgogne. Le roi lui-même était isolé, ses journées se passaient dans le silence et la puanteur. Les pièces où il vivait étaient rarement aérées. Les tapisseries épaisses n'ont pas été enlevées depuis l'été. Elles étaient humides de condensation, couvertes de champignons. Les murs pourrissent sous leurs pieds. C'est le médecin Jean de Monteil qui a été le premier à faire état des crises répétées. Sa Majesté crie encore à son reflet. Il refuse de boire de l'Aisne et réclame le Saint liquide de Paris. En voulant l'examiner, il mord l'apothicaire. À la même époque, on constate une forte détérioration de l'état de la peau. Le roi présente de nombreuses fissures, notamment aux commissures des lèvres et sur la paume des mains. Il se plaint de démangeaisons qui rampent de l'intérieur vers l'extérieur. Un examen médical a révélé de multiples abcès sous la peau. On commença à réutiliser des compresses de vinaigre, mais sans résultat. Dans l'un des rapports du capitaine de la garde de la ville, on peut lire « Dans la nuit du 7e jour, j'ai été convoqué parce que, de la fenêtre des chambres royales, on entendait des cris de trahison et de flammes. En arrivant, j'ai vu Sa Majesté briser un miroir avec un bâton et demander l'arrestation de sa propre barbe. Ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes. Le pavot pouvait parfois les arrêter, parfois non. Au cours de la deuxième quinzaine de décembre, son état s'aggrave. Karl a cessé de reconnaître les membres de la cour. Il confondait les vivants et les morts. Une fois, il parla pendant 2 heures à une chaise vide, pensant que son frère Louis, assassiné près de 20 ans plus tôt, y était assis. Selon le moine Fernand, pendant ces jours-là, il ne discernait pas le temps. Il disait « Il y aura bientôt 1000 ans que je suis sur ce trône et 1000 autres avant la fin de la guerre. » Ces discours étaient enregistrés et conservés dans les archives secrètes du palais. Certaines phrases étant considérées comme des prophéties. La température dans les chambres est basse, mais Charles ne permet pas de faire du feu. Il prétendait que la fumée attirait la bête des profondeurs de la terre. Il dormait dans une robe de fourrure qui n'avait pas été lavée depuis le printemps et qui dégageait une douce odeur de pourriture. Plus tard, un examen a révélé que le tissu avait absorbé le pus des plaies qui s'étaient ouvertes sur son dos. Elle suintait continuellement. Les serviteurs du roi sont remplacés 2 fois par mois, à chaque fois pour cause de maladie ou de peur. L'un d'entre eux a disparu. Un autre avouera plus tard, sous serment, avoir entendu 3 voix
provenant des chambres la nuit. Une voix âgée, une voix féminine. Et la troisième, une voix qui ne semblait ni humaine ni bestiale. Le conseil médical, réuni la veille de Noël, décide de procéder à des saignées intensives. D'abord, 2 bols par jour, puis 3. Le roi est y retenu avec des ceintures. Il résiste, déchire les bandages, crie des injures. Le 5e jour, la peau de l'intérieur de ses bras commence à se détacher. Le sang, selon le médecin Martin de Tours, est de couleur brun foncé et d'odeur âcre. On soupçonne une infection. Les moines proposent d'exorciser les mauvais esprits. Ils pratiquent des rituels, aspergent les murs d'eau bénite. Un jour, après un rituel, un rat sort dessous le lit de Charles et dévore une bougie. Le roi s'écrie « La voilà, l'ombre est là, maintenant ». À partir de ce moment, il refuse de s'allonger sur son lit. Il passa les dernières semaines assis par terre, enveloppé dans son manteau et fixant un point. L'hiver avait commencé. Les chambres étaient froides, sentant la paille mouillée, les médicaments, la sueur. Les plaies sur ses jambes commençaient à s'envenimer. L'un des serviteurs qui s'était glissé dans la chambre pendant l'attaque prétendit d'avoir vu des vers blancs ramper d'une blessure à la cuisse. Les médecins ne confirment pas, mais à partir de ce jour, l'accès aux chambres est restreint. Seul le médecin, un moine et des gardes sont autorisés à y pénétrer. À la fin du mois de janvier, le roi a cessé de parler. Il remue les lèvres, mais n'émet aucun son. Un scribe réussit à lire les mots suivants. « Je l'ai brûlée, mais maintenant, elle est partout. » On a cru qu'il parlait de son ombre. Au même moment, on a commencé à noter une perte totale d'appétit. Le roi ne buvait plus que du vin chaud dilué avec de l'opium. Ses selles sont devenues liquides et sanglantes. Une forte odeur de soufre se fait sentir. Le roi de France, autrefois brillant souverain, est devenu une source de crainte. Les messagers des autres cours ne demandent plus d'audience. On ne se souvient plus de lui à la messe. Seul un prêtre de Rouen, dans une lettre à l'archevêque, écrit « Il n'est pas encore mort, mais il est déjà devenu un signe. » Même les anges se détournent de lui. Début février, Charles ne se lève plus. Il est enveloppé de bandages, de lin imbibé de vinaigre et de myrrhe. Mais les plaies continuent de suppurer. Il y avait une odeur de viande avariée. L'un des moines qui lui rendit visite eut des maux de tête et des éruptions cutanées. Une semaine plus tard, il est mort. On commença alors à soupçonner une contagion corporelle. L'accès aux chambres a de nouveau été réduit. Le corps est traité par une fente dans la porte. Pendant ce temps, la situation politique s'échauffe. Des rumeurs se répandent à Paris selon lesquelles le dauphin s'apprête à se déclarer seul monarque. En Bourgogne, on exige l'abdication. Des négociations secrètes s'engagent entre les ducs. Mais le roi est toujours en vie, ce qui empêche un partage ouvert du pouvoir. Le corps continue de se décomposer. Un médecin l'examine par une fente. Les ongles sont tombés. Les yeux sont brouillés. L'estomac est ballonné. Karl était immobile, mais il respirait, parfois brusquement, avec une respiration sifflante, parfois doucement,
comme s'il s'endormait. Mais la mort ne venait pas. L'un des gardes quitte le palais, paniqué, en affirmant avoir vu le roi sourire dans un coin sombre. C'était le dernier hiver de Charles VI. Deuxième partie. Karl est décédé dans la nuit du 6 février. La mort n'est pas venue d'un seul coup. D'abord, sa respiration s'est arrêtée, puis, selon le moine Benoît, son cœur a battu 3 fois de plus, comme une cloche qui appelle, mais n'attend pas de réponse. 3 fois, comme une cloche qui appelle, mais n'attend pas de réponse. Lorsqu'il fut transporté, l'odeur était telle que les serviteurs tenaient des éponges imbibées de vinaigre. L'un d'entre eux mourut plus tard de fièvre. Le corps fut transporté dans une boîte fermée, rembourrée de cire à l'intérieur. La tentative d'embaumement a échoué. Les tissus étaient trop abîmés, les entrailles détruites. Le sang a coagulé avant l'autopsie. La poitrine était sombre, presque noire. Les yeux ne se fermant pas, ils ont été recouverts d'un tissu. Le même jour, le dauphin a convoqué un conseil secret. La déclaration dit « Le roi est mort de vieillesse et de prière ». Cependant, le chroniqueur Étienne, qui était à la cour, nota « Personne n'y crut. Tout le monde se tait. Même les cierges ne brûlaient pas dans la chapelle. La panique règne dans la ville. Beaucoup sont convaincus que la mort de Charles entraînera un châtiment. La rumeur se répand que le roi a laissé un testament secret dans lequel il renonce au trône et demande que son corps soit enterré sans honneur. Il n'est pas enterré pendant 3 jours. Les évêques se demandant s'il est permis de dire la messe pour quelqu'un qui a brûlé sa propre ombre. Lorsque le corps a finalement été transporté à la basilique de Saint-Denis, la procession s'est déroulée dans le silence. Aucune fleur n'est jetée, aucune larme n'est versée. Quelqu'un jeta une branche de sorbier vers le cercueil, symbole du bannissement des impurs. Après les funérailles, les appartements du roi sont fermés et les portes sont barricadées. Elles ne seront plus ouvertes pendant plus de 20 ans. La mort de Charles VI ouvre une ère de nouveaux troubles. Le dauphin se proclame Charles Fête, mais la Bourgogne refuse de le reconnaître. Les Anglais augmentent la pression. Une purge s'opère à la cour. Les anciens courtisans disparaissent et sont remplacés par de plus jeunes. Plus personne ne mentionne le nom de Charles VI, mais dans les mémoires du moine Fernand, c'était un roi dont l'âme n'était acceptée ni par le ciel, ni par l'enfer. Il est devenu cendre parmi les vivants. La mort survint dans la nuit du 5 au 6 février, à la 2e heure. Les seuls témoins sont le frère Benoît, le médecin Guillaume Leroy et l'un des gardes du corps. Charles est resté allongé sur le côté, sans bouger pendant près de 3 jours. Mais ses yeux sont restés ouverts. Sa respiration devient de plus en plus irrégulière, avec un sifflement humide. Selon Benoît, le dernier son n'a pas été un mot, mais un sanglot, comme si l'on aspirait du tina. Ensuite, le pouls a disparu. Le cœur a battu encore 3 fois, à de longs intervalles. Puis, ce fut le silence complet. Le médecin a noté dans son rapport « La peau des bras se séparait déjà. La poitrine était gonflée. Un liquide jaune, mélange de mucus et de sang, suintait du nez et des oreilles. Les yeux ne se fermaient pas. Les paupières
ne se pliait pas. Sur l'insistance du moine, le corps est immédiatement enveloppé dans un linge imbibé de vinaigre et de myrrhe. Mais au bout d'une heure, la décomposition a déjà commencé. Des taches s'infiltrent sous le linge et une odeur âcre de graisse et de pourriture s'en dégage. L'un des gardes, qui se tenait à la porte, décrivit plus tard l'endroit comme sentant comme une cave où l'on aurait oublié de la viande. Officiellement, la mort a été annoncée comme naturelle suite à l'épuisement et à des années de maladie. Mais cette déclaration n'est pas accompagnée d'un son de cloche. Un étrange silence règne dans le palais de Saint-Paul. Le lendemain, on tente d'embaumer le corps. La procédure est interrompue dès la première étape. Après ouverture de l'abdomen, les viscères s'échappent, presque sans résistance. Le foie s'est désintégré, l'estomac dégage une odeur de moisi, les poumons sont remplis d'un liquide trouble. La lame du couteau, selon les mots du chirurgien, glissait comme une bouillie. La tentative de fermer les yeux échoue. Le troisième jour, les tissus s'assombrissent. Des insectes ont commencé à apparaître. Ils ont alors décidé de ne pas exposer le corps pour un adieu public. Il fut placé dans une boîte, rembourré à l'intérieur avec de la cire et scellé avec de la cire à cacheter. Le cercueil est porté par 6 hommes, tous gantés, le visage couvert de mouchoirs imbibés de réfort et de vin. L'un d'eux s'est ensuite évanoui dans la rue. Il a été transporté au monastère où il est décédé le 4e jour. Les funérailles ont eu lieu à l'aube du 8 février. Au lieu d'un cortège, il y avait 4 charrettes et 20 gardes. Aucun noble ne vint. Aucune fleur n'a été jetée dans les rues. Aucune plainte n'a été entendue. Seules les femmes, se cachant le visage, se tenaient aux fenêtres. Dans la basilique de Saint-Denis, la messe se déroule porte close. Le moine Anselme note: le chant a été interrompu 3 fois. L'un des chanteurs perdit sa voix. Les cierges s'éteignirent d'un vent qui n'était pas là. Il n'y avait pas d'armoirie royale sur le cercueil. Une simple croix gravée au charbon de bois. Les serviteurs qui ont porté le corps se sont ensuite plaints de douleurs articulaires, de maux de tête et de vomissements. L'un d'eux mourut 2 jours plus tard. Un autre fut retrouvé dans la grange, pendu, avec une note. Il n'a pas fermé les yeux, il a vu. Ensuite, les chambres royales ont été scellées. Tous les effets personnels, vêtements, personnel, livres, miroirs, sont brûlés dans la cour du Louvre. Le feu brûla longtemps. La fumée était épaisse et douce. On ordonne d'enterrer les cendres, mais, selon le rapport du greffier, une partie d'entre elles a été dispersée par le vent. Le même jour, le dauphin, fils de Charles, convoqua un conseil secret. Il se proclame Charles VII. 2 mots seulement sont prononcés. Le reste est accompli. Pas de larmes, pas de vœux. Seulement un accord des yeux. Le chroniqueur d'Arras note: ce qui a le plus frappé tout le monde, ce n'est pas la mort, mais le fait que personne n'a été surpris. Sur la table, devant le dauphin, se trouve un parchemin. Il s'agit d'une annonce probablement préparée à l'avance. Le couronnement est reporté. Il ne reçoit personne ce jour-là. Le soir, un des moines, resté dans les chambres pour prier, rapporte qu'il a entendu derrière le mur quelque chose qui battait et qui appelait
par son nom. Il est relâché à Rouen. Il ne reviendra jamais. Le greffier Renaud note « Après la mort, l'angoisse est venue, mais pas à cause du pouvoir. C'est parce que la mort n'a pas laissé de silence. » 3 jours après les funérailles, une poutre s'est effondrée du plafond de la chapelle Saint-Denis. Personne n'a été blessé, mais un noir se forma à l'endroit de la chute qui ne put être lavé avec de l'eau ou du vin. Après cela, la salle a été reconsacrée. Le lendemain, la lumière de l'autel ne s'est pas allumée dans l'église. Il fut alors décidé de retirer le nom de Charles de la liste des noms pour lesquels on lit les prières du dimanche. Des rumeurs commencent à se répandre à Paris. On dit que le corps de Charles ne s'est jamais refroidi. D'autres prétendent qu'il est mort sans confession et qu'il ne peut plus partir. Sur les marchés, les commerçants chuchotent. Son ombre est restée dans les murs. Les prêtres condamnaient ses propos, mais ne les réfutaient pas. Il est dangereux de nier ce qui n'a pas encore été oublié. La mort de Charles n'a pas créé de chagrin. Elle a créé un vide. Son nom n'est plus prononcé. Les documents commencent à le désigner simplement comme celui qui était. Les messes ne font plus mention de son âme. Le cercueil à Saint-Denis a été ciré et scellé avec des pointes de métal pour éloigner les rats. Mais tout le monde savait qu'il n'y avait pas que des rats. Un prêtre a refusé de consacrer le cercueil en disant « Il y a plus de racines que de restes dans cet arbre maintenant. » Une semaine plus tard, il tomba malade. Ainsi prit fin la vie du roi, mais pas son pouvoir. Il s'écoulait comme du pus, laissant des traces dans l'air. Personne ne savait combien de temps il faudrait pour que l'odeur disparaisse. Au printemps de cette année-là, les signes d'une nouvelle vague de peur commencèrent à se manifester. Lana rapporte qu'une fièvre inconnue s'est déclarée dans le monastère de Sainte-Catherine. Elle est apparue soudainement, d'abord sous forme de maux de tête, puis de fièvre et enfin d'ulcères à l'intérieur de la cuisse. Ulcères à l'intérieur de la cuisse et au cou. Plusieurs frères sont morts en 3 jours. Les habitants ont dit « C'est le retour du roi. Il est en train de pourrir chez nous. Il est en train de pourrir en nous. » Malgré les tentatives des autorités ecclésiastiques de lier l'épidémie à l'eau contaminée, la peur s'est déjà répandue dans les diocèses. À Paris, 2 semaines après les funérailles, un incendie se déclare dans le nord de la ville. Plusieurs entrepôts et une maison appartenant à l'ancien médecin de Charles brûlent. Ce dernier aurait conservé des copies des rapports médicaux sur l'état de santé du roi, ainsi que des notes personnelles sur les symptômes. De la maison, il ne reste que des fondations fumantes. Personne n'a cherché les coupables. Le conseil municipal a statué « L'incendie ne sera pas enquêté pour éviter toute confusion. » Le chroniqueur Boucher écrit « Dans l'incendie a disparu ce que l'on craignait plus que la guerre, la vérité sur le corps du souverain. » Entre-temps, le nouveau roi, Charles V, commence à affirmer son pouvoir. Ses premiers décrets interdisent la mention du nom de son père dans la presse, à la messe et dans les discours publics. Discours publics. Une ordonnance du 15 mars ordonne de brûler tout manuscrit contenant les expressions « le roi sans ombre »,« la 7e voie » ou « la chambre noire ». Les archives du Louvre
où sont conservés les journaux des courtisans du temps de Charles VI, sont fermés. Le procès-verbal de la réunion du Conseil est ainsi rédigé. Ce n'est pas une question de mémoire, mais d'ordre. L'État ne peut être l'héritier de la folie. Les souvenirs, cependant, ne pouvaient pas être effacés. De vieux serviteurs murmurent que dans ces mêmes chambres, condamnées et oubliées, des bougies s'allument d'elles-mêmes. L'un des gardes se suicida en écrivant « Je l'ai entendu m'appeler ». Par la suite, le gardien des portes fermées fut complètement supprimé. Les pièces étaient laissées à l'abandon, mais, selon les récits, un air chaud et épicé passait parfois à travers les fissures. En juin, un prédicateur est arrêté à Rouen. Pendant la messe, il déclare « Charles n'a pas été puni pour sa folie, mais pour sa vérité. » Son interrogatoire dure 3 jours. Il affirme avoir vu un rêve où le roi, enchaîné, sort de son cercueil et marche dans les rues de Paris, laissant derrière lui une traînée de sang et des exclamations. Le procès-verbal de l'interrogatoire est conservé aux archives de Toulouse. Il dit qu'il savait qui avait substitué l'ombre du souverain. Il connaissait le nom, mais ne le prononçait pas. Il était mort quand on lui a montré le miroir. Entre-temps, la Bourgogne, qui refuse de reconnaître Charles VII, entame des négociations avec l'Angleterre. Des ambassadeurs se rendent à Calais, où ils discutent de la possibilité de céder le trône de France au fils du roi d'Angleterre. Paris répond par le silence. Tout le monde a compris. Le passage du pouvoir entre les mains du dauphin est un fait politique, mais pas spirituel. Le défunt Charles reste dans l'air, dans les rues, dans les odeurs. Le chroniqueur Geoffroy écrit « Les gens ne croient pas les mots, ils croient l'air, et l'air sent encore le manteau. » Même dans la basilique de Saint-Denis, où repose le corps, les assistants commencent à remarquer que, autour du tombeau du roi, les cierges fument et s'éteignent de plus en plus fréquemment. L'un des moines chargés de l'autel s'effondre pendant l'office du soir et meurt 2 jours plus tard de fièvre. Vers l'automne, des informations commencent à circuler à la cour selon lesquelles Charles ne serait pas mort. Il n'y a pas d'enquête officielle, mais des notes circulent dans la noblesse pour accuser le duc de Bourgogne. Elles affirment que peu avant la dernière attaque, Charles a été nourri d'une décoction de sang de noyer sur les conseils d'un médecin venu de Dijon. Il est impossible de vérifier la vérité. Le corps a été détruit, les médecins se sont tus et le duc lui-même a nié son implication. Les proches du nouveau roi souffrent de paranoïa. Les courtisans évitent de prononcer le mot « ombre ». Dans l'une des salles du Louvre, où était accroché le portrait de Charles, il y avait maintenant une niche vide drapée d'un tissu noir. Personne n'y touche. Un aumônier qui passait par là a dit un jour « Le vide est plus fort qu'un cri ». Il fut transféré dans une abbaye du Nord. Charles Quint lui-même a souffert d'insomnie au cours de ces mois. Son médecin personnel a laissé des notes. Pouls faible, mains froides. Demande souvent qu'on asperge le lit d'eau. Il dit entendre les pas de son père. Lors d'une de ses audiences, il interdit toute mention d'une quelconque et brûle la plume avec laquelle il a signé son premier décret. Le scribe, qui en fut le témoin,
disparu par la suite. Mais le pire, c'est la peur populaire. Les Parisiens croient que l'esprit de Charles n'a pas quitté le palais. On raconte que le 40e jour après sa mort, dans le quartier Saint-Paul, un garçon a vu un homme vêtu d'une robe royale qui lui tournait le dos et lui a chuchoté « Tu es maintenant ma voix. Tu es maintenant ma voix. » Très vite, des gens se sont rassemblés à l'endroit où se trouvait le garçon. Plus tard, quelqu'un a gravé sur le mur. Il est revenu pour ce qui lui a été enlevé. En automne, la ville vit dans le silence. Les tavernes ferment tôt. Les messes ne mentionnent pas le nom du roi, passé ou présent. Dans les documents, il est de plus en plus fréquent d'écrire simplement « souverain ». Charles VII gagne du terrain, mais personne ne s'empresse de l'appeler le vrai monarque. On pense que la France n'est pas encore purifiée. L'archevêque d'Orléans dit « Si l'ombre n'est pas brûlée, elle revient ». Le souvenir de Charles VII n'a pas été oublié. Il est devenu tabou, et c'est ce qui l'a maintenu en vie. En décembre de l'année 1425, un scribe ambulant nommé Thibaut arrive à Chartres. Il prétend être le secrétaire du dernier aumônier de Charles VI. Il avait avec lui un rouleau enveloppé dans une vieille robe. Il contenait 27 feuillets écrits d'une main griffonnée. Certains étaient tachés, d'autres décolorés. Mais presque tous contenaient le même fragment répétitif. « Je me vois dans le miroir, mais le reflet est silencieux. Alors, lequel de nous deux domine ?» Le scribe a disparu 3 jours plus tard. Son corps a été retrouvé dans la rivière, le visage défiguré par des pierres. Le parchemin n'est plus là. Seule une lettre de l'abbé de Trouy à l'évêque de Reims témoigne de son existence. Pendant ce temps, à Paris, les personnes associées au défunt roi continuent de disparaître. Tout d'abord, les anciens serviteurs. En février, un ancien garde du corps et l'un des médecins disparaissent sans laisser de traces. Ils ont été suivis la nuit. Pas de corps, pas d'explication. Dans les mêmes jours, le trésorier de la Maison royale est décédé d'un accident vasculaire cérébral. On raconte que peu avant sa mort, il avait tenté de vendre une collection d'objets personnels de Charles, dont un coffre sculpté à l'intérieur duquel étaient gravées des marques ressemblant à des dents. Le prêtre qui a vu l'objet refusa de parler. Il fut emmené dans un monastère où il cessa complètement de parler. Charles V se plaint de plus en plus d'étouffement. Le corps médical constate des palpitations et des nausées nocturnes. Son valet de chambre, Guillaume d'Armagnac, écrit dans une correspondance privée. Il se réveille avec des sueurs froides. Il dit que quelqu'un est assis à sa tête de lit. On lui a ordonné d'enlever le miroir et on lui a défendu de le ramener. Il a dit « Je ne veux plus voir qui était là ». En mars, l'archevêque de Paris a organisé une réunion sur la question des restes maudits. Sous ce titre se cache une question. Que faire des objets ayant appartenu au défunt Charles? On y trouve un peigne fendu en forme de visage, une chaussure dont la peau est devenue bleue et une petite cruche contenant les restes d'une infusion de vin dont le liquide a noirci et dégage une odeur décrite par un moine comme un mélange d'encens et de savon qui n'a pas été lavé depuis longtemps. Tous ces objets ont été brûlés. Cependant, au cours du rite, l'un des novices est devenu aveugle. Les médecins l'ont attribué à une inflammation du nerf optique. Les croyant qu'il avait
toucher l'héritage de la folie. À la même époque, le duc de Bretagne commence à exiger des garanties de sécurité de la part de la couronne. Dans sa lettre, il déclare « L'ombre du trône est grande. Nous voulons savoir si une seconde voie ne s'y cache pas. » La formulation est délibérément vague, mais dans la capitale, elle est prise au pied de la lettre. Les journalistes commencent à murmurer. La voix du roi résonne encore, dans les têtes, dans les archives, dans les coins poussiéreux. Cette peur accrue coïncide avec une crise au sein de l'armée. Au printemps, une dizaine d'officiers se plaignent de cauchemars. L'un d'eux, Alain de Sosse, les décrit ainsi. « Je vois un roi, nu, enchaîné. Il me regarde et sourit. Je ne peux pas me réveiller tant que je n'ai pas dit son nom. » Le commandant de l'armée ordonne le silence, mais la peur se répand. Un incident se produit dans la garnison de Cambrai. Un soldat qui peint une chapelle écrit le nom de Charles au lieu de celui de Dieu sur l'un des murs. On s'en aperçoit. Il est battu, puis pendu. Sans procès. Entre-temps, le schisme s'accentue au sein du clergé. Certains prêtres soutiennent que le nom de Karl devrait être inclus dans la liste des victimes de la malédiction, plutôt que d'en être totalement exclu. Cela permettrait de lui offrir un nouveau service funéraire. D'autres, en revanche, insistent sur l'oubli. Un prêtre, le dominicain François, écrit « Si un nom est donné, il reviendra. Si la douleur est reconnue, la porte s'ouvrira. » Il fut transféré dans un monastère en Provence, où il mourut bientôt d'asphyxie. À cette époque, Charles Quint ne sort plus dans le jardin. Il déplace les chambres dans une autre aile du Louvre et ordonne de brûler l'ancienne chambre. Le feu fit craquer les murs. Des moucherons sombres s'envolèrent de l'une des pierres. Selon les archives des bâtisseurs, l'un des ouvriers tombe malade. En même temps, Charles donne l'ordre suivant. Il est interdit de parler de miroir en présence de la couronne. Les premiers signes de l'aliénation du pouvoir sont apparus au mois d'août. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le sceau royal est signé au nom du chancelier. Cela suscite la controverse. Certains parlent de maladie du roi, d'autres de malédiction. Parallèlement, les anciennes armoiries commencent à disparaître des archives, des reliefs de pierre. Sur le mur de Saint-Denis, quelqu'un a griffonné « Il était et il sera, tant que vous aurez peur. » Néanmoins, la structure politique est maintenue. La Bourgogne se rapproche de la couronne, mais reste qualifiée de allié infidèle dans les documents secrets. De nouveaux visages apparaissent dans les ambassades. Des gens nés après la folie de Charles. Ils ne se souviennent de rien. Et c'est ce qui effraie les anciens courtisans. Si la mémoire a disparu, la peur doit revenir pour la remplacer. À l'automne, l'Église soulève à nouveau la question du statut canonique de Charles. Il fut décidé qu'il ne serait ni canonisé ni damné. La formulation est la suivante: rejeté, mais pas rejeté. Telle est la position officielle. Le jour de sa mort, le feu fut rallumé dans l'ancienne chambre du roi, fermée par des planches. Pendant la nuit, les gardes remarquent de la fumée. Personne n'est entré à l'intérieur. Ils n'entendirent
que le bruissement des étoffes et le bruit des pas. Au cours de l'hiver 1426, des rumeurs circulent dans les environs de Paris, selon lesquelles un groupe de mendiants aurait trouvé un morceau de corps sur l'ancienne route à l'emplacement de l'ancien terrain de chasse. Une main calcinée, portant un anneau doré aux armes des Valois. L'anneau est reconnu. Seuls 3 hommes l'ont porté du vivant, de Charles VI. L'un est vivant, le second est mort au combat. Le 3e est le trésorier de la cour, disparu depuis 6 mois. Il n'a jamais été retrouvé. Le corps n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Le prêtre appelé à consacrer le site refuse de s'approcher. Ce n'est pas la mort, c'est le retour. C'est un retour. À partir de cette époque, Charles VII ne se montre plus guère en public. Sa nouvelle chambre à coucher était tapissée d'encens et d'argile. Tous les tissus sont noirs. Il fait enlever les miroirs et ordonne qu'on l'asperge de bénite tous les soirs. Le médecin écrit dans un rapport en février, il perd la notion du temps. Il dit que son père chuchote à travers le plancher. Il a peur de la fenêtre. Lors des messes, le nom du roi est lu comme héritier du trône, en prenant soin d'éviter les mots superflus. Dans les documents officiels, pour la première fois depuis 30 ans, apparaît la phrase « avec l'ombre du passé inachevé ». Au printemps, un groupe de prédicateurs se réclamant des yeux du roi mort apparaît dans le nord de la France, à Amiens. Ils sont accusés d'hérésie. Ils affirment que Charles n'est pas mort, mais qu'il a été abandonné par le corps. Ils sont rapidement arrêtés. Interrogés, il s'est avéré qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ont tous déclaré qu'ils avaient commencé à entendre une voix au même moment, dans des endroits différents. La voix répétait « Vous avez oublié la lumière, mais lui se souvient. » Un rapport sur l'affaire est envoyé à Paris. Le Conseil du roi décida de classer le matériel. Cependant, une copie a survécu dans la collection privée de l'abbé Céleste. Il écrit « Rien de surnaturel. Seule la peur a pris corps. 15 jours plus tard, il est étranglé à l'auberge. L'assassin n'a jamais été identifié. À l'intérieur du Louvre, des changements architecturaux s'opèrent un peu à peu. Les murs des anciennes salles commencent à s'humidifier. La pierre se fissure. Les ouvriers se plaignent de maux de tête. L'un d'eux s'évanouit à chaque fois qu'il pénètre dans l'aile sud. Plus tard, elle fut déclarée impropre à l'utilisation pour une raison non précisée. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était barricadé et une croix était suspendue. L'Église a insisté pour que le bâtiment soit nettoyé. Mais le mot « purification » suscite des protestations de la part de la noblesse. Le comte de Brienne écrit dans une lettre à l'archevêque « Nettoyer, c'est admettre qu'il y a une tache. Et s'il y a une tache, c'est que quelqu'un l'a laissée. Il n'y a pas de réponse. » Un silence s'installe qui durera des mois. Ce n'est qu'au mois d'août que la polémique reprend. À la Sorbonne, un étudiant soulève la question du droit de mémoire. Il affirme que Charles Quint n'est pas un fou, mais une victime du temps. Il est exclu. Une semaine plus tard, il disparaît. Son carnet est retrouvé sur un banc de la chapelle. Il y est écrit à la main « Je suis la voix que vous n'avez pas reconnue. » Pendant ce temps, en dehors de la capitale, des changements
s'opère. À Orléans, Toulouse, Lyon, les vieilles chapelles évoquant le règne de Charles commencent à être démolies. On en construit de nouvelles en mettant l'accent sur le renouveau, sur la pureté, sur la nouvelle ère de la couronne. Cela s'est fait sans bruit, sans archives. On se contentait de jointoyer les pierres, de changer les dalles, de brûler les vieilles masses. Mais plus on effaçait, plus le peuple s'inquiétait. Partout en France, des lettres anonymes, non signées, fleurissent. Elles sont lues dans les tavernes et à la porte des églises. Elles disaient « Il n'est pas encore parti ». Pendant que son nom s'efface, il grandit. Il est devenu ce que l'on craignait. Vous avez effacé le roi. Pas la douleur. Et elle ne meurt pas. Les autorités ont tenté de retrouver les distributeurs. En vain. Chaque ville prétendait que la lettre venait de l'extérieur. Charles VII avait alors cessé de manger le soir. Il ne mangeait plus que le jour. Il disait que la nuit, la nourriture prenait une autre saveur. Son scribe personnel a écrit dans ses notes personnelles. Il ne prononce pas le nom de son père, pas même dans un murmure, pas même dans son sommeil. Mais chaque soir, avant de s'endormir, il met sa main sur sa poitrine et attend, comme si quelque chose allait revenir. Cet employé a ensuite été exilé, sans raison. Un an plus tard, à la mort d'un des plus anciens évêques de Paris, l'orgue refusa de sonner pendant l'office d'adieu. Les prêtres pensèrent qu'il s'agissait d'un signe. L'un d'entre eux, le frère Odo, a dit dans son sermon « Celui qui n'a pas reçu le salut n'a pas besoin d'être sauvé. Celui qui n'a pas reçu le salut réclame la justice. » Il fut renvoyé, puis il disparut. Ses livres ont été brûlés. À la fin de la décennie, le mot « Karl » est devenu indésirable. Les écoles enseignent, sans citer de nom, pendant la période allant de 1395 à 1425. On disait simplement une période de trouble. L'un des nouveaux chanceliers ordonne la démolition d'un mur des archives qui, selon la rumeur, contiendrait les derniers discours du roi fou. Le mur s'effondre. Derrière lui, on ne trouva que des cendres. Mais sur l'une des planches survivantes, on pouvait lire « Je suis celui que l'on n'a pas attendu ». Par la suite, le chroniqueur Régnier écrivit « Il n'a pas laissé de trône derrière lui. Il a laissé ce vide qu'on appelle le pouvoir. La France entre donc dans un nouveau siècle, avec un nouveau roi, un nouveau concile, une nouvelle église, mais avec une ombre que personne ne pouvait brûler ou nommer.